Bien, écoutez, bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, étant la seule des trois personnes qui vont parler que vous ne connaissez pas, puisque les deux autres sont Patrick Flandrin et Cédric Villani, je vais juste vous dire que je suis Gérard Pignot, je suis le directeur de CPE Lyon, que je connais très peu en traitement du signal, donc je ne vais pas du tout vous parler de ça. Bienvenue à CPE Lyon. Je vais vous dire deux mots de CPE Lyon, donc que vous connaissez pour un certain nombre d'entre vous, mais pas tous. Donc CPE Lyon, c'est une école d'ingénieurs, dans laquelle vous êtes aujourd'hui. C'est une école d'ingénieurs qui a un certain nombre de spécificités. Nous sommes de statut associatif, nous sommes une association de 1901, mais nous sommes associés également à l'université Claude Bernard Lyon 1, et ce depuis peu, puisque le décret d'association est paru le 20 août. À ceux qui pensent que le gouvernement ne travaille pas au mois d'août, non, c'est pas vrai. Le 20 août, le décret d'association de CPE à Lyon 1 est paru, ce qui est quand même un acte juridique du gouvernement très important. Et nous avons deux filières de formation. Une première filière de formation dans le domaine de la chimie et des procédés, pour laquelle nous sommes la plus grosse école de chimie en France, en nombre d'élèves, et une deuxième filière de formation dans le domaine des sciences du numérique de façon générale, électronique, télécommunications, informatique, et dans laquelle il y a notamment une tradition de traitement du signal qui remonte à une assez longue époque, parce que cette école, CPE Lyon, donc, est née de la fusion de deux écoles lyonnaises, deux écoles qui ont fusionné en 1994, qui s'appelait l'une l'ESSI, l'École supérieure de chimie industrielle de Lyon, et l'autre l'ICPI, Institut de chimie et de physique industrielle de Lyon. Et donc il y avait dans l'ICPI une filière électronique qui avait été développée, et dont est issu Patrick Flandrin. Alors on est très heureux que vous soyez des nôtres, et on veut saluer particulièrement Patrick, qui est effectivement des nôtres, puisque Patrick est diplômé de l'ICPI, qui était donc une des écoles qui a fondé CPE. Il a été diplômé en 1978, de la promotion 78, étant moi-même de la promotion 78 de mon école. Je pense qu'il y a, notamment dans les écoles, comme dans les vins, comme dans les formations d'ingénieurs, de grandes années. Et je suis persuadé que 78 en a été une. Voilà. On a peut-être une autre, enfin celle-là. Alors Patrick Flandrin a été l'élève d'un professeur de l'ICPI dont le nom est encore extrêmement connu dans l'école et dans les milieux, qui était Bernard Escudier. Et on est content de voir que les traditions se perpétuent, et vous savez que les traditions ne se perpétuent que quand il y a des gens, tout simplement, pour les perpétuer. Et donc, Patrick Flandrin, et on a encore à l'intérieur de l'école un enseignement de traitement du signal que les étudiants en général adorent. Je dis ça pour ceux qui sont là. Les étudiants, certains étudiants, j'en ai même rencontré deux ou trois, donc sur les 500. Voilà. Donc, c'est un sujet réputé difficile, mais en fait, c'est un sujet que finalement, grâce à la qualité des professeurs qu'on a, et notamment de Paolo Goncalves et Nicole Gage qui est là, finalement, on arrive à faire passer. Mais c'est pas, vous savez, dans une période où les mathématiques sont quand même un peu moins enseignées qu'autrefois, c'est pas forcément là-dessus. Et comme tout le monde leur raconte que le monde est entièrement fait de 1 et de 0, ils sont parfois assez surpris de voir qu'avant d'avoir des 1 et des 0, il y a des trucs à écrire, des trucs à faire, et que les 1 et les 0, éventuellement, ils arrivent après, que parfois il y a des microvolts, des microsecondes avant, et voilà, il y a des grandeurs physiques, et que pas que des 1 et des 0, donc voilà, heureusement. Voilà, alors je ne vous en dirai pas beaucoup plus de Patrick Flandrin, qui m'a expressément demandé de ne pas passer les photos de lui que nous avions quand il était étudiant à l'école. C'est extrêmement dommage parce qu'une des photos ressemble plus à une couverture de la pochette des Beatles avec des cheveux longs, des pantalons à pattes d'éléphant, une attitude qui est très années 70 et qui pourtant je le trouve pas mal, mais bon, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Je m'arrête ici, je ne vous en dis pas plus, et ce qu'on me dit toujours, c'est quand on parle, il faut toujours parler de plus grand que soi, et donc je vais passer la parole à Patrick Flandrin qui va lui vous présenter Cédric Villani. Merci beaucoup Gérard pour cette première introduction. Merci pour nous accueillir, pour accueillir ce colloque GREDSI qui a lieu tous les 2 ans et qui cette année a la chance d'être à Lyon. Donc à Lyon, je suis d'autant plus content qu'il soit pour cette soirée de prestige dans ces lieux, puisque bon, même si physiquement, quand j'étais ici, c'était pas ici, c'était en centre-ville, c'est comme une école à laquelle je suis resté très attaché, que je vous remercie d'avoir fait référence à la mémoire de Bernard Escudier.
dont on a déjà parlé il y a quelques jours et qui reste très présent dans nos esprits. Donc ici, on est ravis d'avoir autant de monde présent pour cette conférence dite de prestige, parce que chaque fois, traditionnellement, on essaie dans cette conférence de traitement du signal et des images d'avoir un invité qui nous parle, qui nous fait rêver, disons, d'une manière assez générale, scientifiquement, et qui nous fait rêver. Et non, on a choisi de le faire sur ce site de CPE, qui est un des co-organisateurs de l'école avec d'autres organismes comme l'ENS de Lyon, évidemment, qui accueille nos conférences tous ces jours, mais aussi l'INSA de Lyon et l'UCBL, que je tiens aussi évidemment à remercier pour leur participation à la mise en place de cet événement. Alors, bon, maintenant, je sais que vous êtes tous venus pour Cédric Villani. Alors, est-il nécessaire de présenter Cédric Villani? C'est un exercice difficile ou facile, il faut voir, mais c'est plutôt difficile parce que tout le monde sait déjà plus ou moins qui est Cédric Villani. Mathématicien qui a obtenu des résultats tout à fait remarquables dans beaucoup de domaines, beaucoup à la lisière de la physique statistique, qui a été connu en particulier pour avoir résolu le problème de l'amortissement Landau, mais qui a travaillé sur l'équation de Boltzmann, qui a travaillé sur le transport optimal, qui intéresse les gens, traitement du signal et des images d'ailleurs, pour un certain nombre de questions, et qui a travaillé sur des problèmes géométriques également, qui pour tout ça a reçu un grand nombre de distinctions, dont forcément, vous savez, la plus prestigieuse, qui est la médaille Fields, qui a été attribuée en 2010, et puis plus récemment, il a été élu à l'Académie des sciences. Voilà, je ne vais pas énumérer tous ces titres de gloire, parce que je pense qu'il y en aurait trop et ça nous emmènerait loin. Je veux juste rajouter qu'en plus d'être ce mathématicien, c'est aussi quelqu'un qui écrit, qui a une belle plume. On l'a vu avec Théorème vivant, et puis on l'a vu plus récemment avec Les Rêveurs lunaires, qui est un bouquin extraordinaire, qu'il a écrit avec Baudouin, qui en a fait les dessins. Et puis, je dirais que, comme vous le savez, Cédric Villani, c'est aussi on va dire, un ambassadeur infatigable de la science mathématique et de la science en général, et qui donne énormément de son temps, de son savoir, de son enthousiasme pour faire partager ses rêves, en plus de ses compétences et de tout ce qu'il connaît dans la science mathématique. Et je ne doute pas que ce soir, ça sera un exercice de plus qu'il va réussir devant nous. Merci Cédric d'être avec nous, on est vraiment plus que heureux et ravis que tu puisses être ici. Merci beaucoup, merci Patrick, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir d'être ici. Est-ce que tout le monde m'entend? Jusqu'au fond là, très bien. Alors, c'est un vrai plaisir de me retrouver à Lyon. Chaque fois que je repasse à Lyon, dès que je sors j'arrive à la gare, je me dis « Ah, je suis chez moi ». Et puis, c'est un vrai plaisir aussi de participer à cette conférence, en particulier avec le patronage du cher Patrick. On s'est retrouvés plus d'une fois ces dernières années dans des débats, dans des événements publics, avec à chaque fois beaucoup de bonheur. Je vais faire ce que je peux pour lancer la vidéo. Tout à l'heure ça marche très bien, mais comme on sait, des fois ça s'ingénie à vous faire fond juste souvent. Et un truc là, arrêt auto 2 minutes, c'est pas très engageant. Ça marche bien. Alors ici c'est connecté, voilà. On débranche et on attend et on rebranche, hein, la méthode habituelle. Voilà. On s'approche. Voilà. Voilà, affichage, mode plein écran. Et voilà. Ça suffit pour un applaudissement, c'est bon. Alors, ça fait un moment que cette conférence a été prévue, puisque au départ, je m'étais engagé pour le GRENCIT 2013. Et puis en 2013, mes plans avaient changé. Je me suis retrouvé à Berkeley pendant la conf et j'ai supplié les organisateurs de me pardonner si je restais à Berkeley au lieu de venir faire l'aller-retour en France juste pour ça. Et ils ont dit ok, mais t'inquiète pas, on t'aura et dans 2 ans tu ne couperas pas.
Et ils ont tenu parole, et moi aussi, et 2 ans après, voilà, c'est arrivé. Alors, comme j'ai tardé à donner un titre, et pas titre à cette conférence, certains ont cru que c'était un secret, donc je me suis dit finalement j'allais mettre secret dans le titre. Alors c'est pour ça que j'ai indiqué le lien secret, comme de toute façon ça va être le cas. Ce soir, on va, sous la figure bienveillante de Boltzmann, voir en quoi l'information, l'entropie, agit comme un lien entre plein de choses différentes. Cette idée que des fois il y a des concepts, des problèmes, des idées qui relient les gens alors qu'ils travaillent sur des problèmes fort différents, c'est ce que j'ai développé dans l'ouvrage que Patrick a eu la bonté de citer, Les rêveurs lunaires, collaboration avec le dessinateur Edmond Baudouin, qui a été parmi les aventures que j'ai faites en communication des sciences ces dernières années. Ça a été l'une de celles qui m'ont le plus tenu à cœur, et 18 mois de travail quotidien, d'échanges quotidiens avec le dessinateur pour arriver au résultat. Au début, il s'agissait de faire quelque chose pour le centenaire de la naissance de Turing, c'était en 2012, partant du constat que ce qu'il y avait comme bande dessinée sur le sujet, c'était pas à la hauteur du personnage, parce qu'il n'y a pas de dans la salle, il n'y a pas de raison que quelqu'un soit ici de l'exercice et soit présent. Et coup de chance, échange de mail avec Marc Monticelli, l'espace Turing à Nice, dans lequel je marque dans le email « Imagine Turing dessiné par Baudouin ». Et il a répondu « Bingo, je connais Baudouin, je vais te présenter, après à toi de jouer ». Alors, c'était parti, et entre le moment où on a eu cet échange et le moment où j'ai rencontré Baudouin, le projet s'était étoffé, et c'était plus seulement l'histoire de Turing, et en particulier l'imagination rendue des états d'âme de Turing au soir de son suicide, mais les rêveries, les états d'âme de 4 personnages, tous les 4 dans des styles très différents, remarquables par leur originalité, par le fait qu'ils ont joué un rôle dans l'ombre, dans la Seconde Guerre mondiale, un rôle qui était capital ou qui aurait pu être capital, le fait que même s'ils n'ont pas interagi, ils étaient reliés par ces problématiques. Et le premier, c'était ici Werner Heisenberg. Lui, il joue un rôle en négatif parce qu'il a échoué à concrétiser les espoirs qui étaient placés en lui pour la mise au point de la bombe atomique allemande. Alors, on n'a jamais trop su, ça reste une énigme, Heisenberg, savoir s'il a exprès fait échouer le projet, ou s'il a simplement été mauvais, ou s'il a péché par orgueil, ou si toutes les hypothèses restent possibles. Une chose est sûre, il était dépassé par les événements, et c'est assez ironique que celui qui reste dans l'histoire comme l'auteur du principe d'incertitude soit avéré en cette occasion-là particulièrement incertain et particulièrement indéchiffrable. Donc à Heisenberg le premier, et on le retrouve en 1945 avec ses compagnons d'infortune allemands prisonniers dans Farm Hall, le jour où ils apprennent l'explosion de la bombe atomique d'Hiroshima. On a les témoignages des Anglais qui les espionnaient. On sait que ça a été la panique. Il y en a 2 qui voulaient se suicider, c'était Otto Hahn et puis Walter Gerlach, le chef de projet. Il y avait Heisenberg qui n'y croyait pas. Pendant la nuit, on entendait des gémissements, des cris, avec toutes sortes de sentiments, à la fois vexé de ne pas avoir mené à bien la mission alors que d'autres l'ont menée, à la fois soulagé pour certains de ne pas avoir été derrière les manettes de cette arme redoutable, et puis curieux de savoir comment ça s'est fait, excité, désespéré, tout à la fois, absolument tout à la fois, c'est, on croirait, une pièce shakespearienne. Deuxième personnage qu'on a mis à la Turing, bien sûr, il est devenu très célèbre tout récemment avec ce film calamiteux Imitation Game, que je vous décommande formellement. Si vous avez le temps, lisez la magnifique biographie qui a été faite par Andrew Hodges. Les réalisateurs du film ont dit qu'ils se sont inspirés de la biographie pour faire le film. Je ne sais pas trop comment ils ont réussi à faire ça à partir du livre, hein, parce que ça n'a à peu près rien à voir. Mais en tout cas, Turing, c'est à juste titre qu'il est resté célèbre comme l'un de ceux qui ont gagné la guerre du secret au moment où il s'agissait de déchiffrer les codes secrets allemands. Une question qui est restée classifiée pendant longtemps. On sait maintenant que si les cryptanalystes, mathématiciens et autres anglais n'avaient pas réussi à casser le code secret
il aurait eu au moins 2 ans de guerre de plus, ce qui était non seulement non négligeable, mais qui avait le potentiel de changer la donne. Peut-être ça aurait été un coup de bombe atomique en Europe, la guerre. On sait aussi que s'il n'y avait pas eu avant Turing et les autres 3 mathématiciens polonais qui s'étaient escrimés pendant des années à résoudre une version légèrement simplifiée de ce que les Allemands utilisaient pendant la guerre, Turing n'aurait jamais pu mener à bien la mission. On sait aussi que les Allemands auraient pu très facilement compliquer un peu plus leur code secret, de sorte que pour le coup ils soient vraiment incassables, mais qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient persuadés que c'était impossible de craquer avec les moyens que les gens étaient prêts à mettre sur la table. Et ça a été l'un des événements importants de la guerre, complètement secret, un épisode où la mathématique a joué un rôle fondamental. Typique de la façon dont travaillait Baudouin, vous voyez ici Turing, il est en pyjama, le jour où il s'est suicidé, il était en pyjama, en admettant qu'il s'est suicidé, ce qui reste des vertus communes, disons, admises par la majorité, des gens qui se sont penchés sur le cas. Les rayures du pyjama évoquent un prisonnier, mais en même temps ça se prolonge ici, comme des lignes d'un circuit imprimé, comme un arbre qui va fleurir, qui va pousser, évoquant l'informatique qui va se lancer. Vous voyez qu'ici, à la fois, ça ressemble à des circuits électroniques, en même temps, ça ressemble à des gens avec les bras étendus. Et ici, Turing est en train de parler avec Porgy, son ours en peluche. On sait qu'effectivement, Turing aimait bien faire lire des livres de mécanique quantique à son ourson Porgy. Et donc, on l'a représenté dans le dessin avec Porgy, son dernier confident. Troisième personnage qu'on a mis ici, c'est Leo Szilard, qui lui était à l'origine du projet Manhattan, complètement dans l'ombre. Le premier être humain à avoir compris qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir une réaction en chaîne, une bombe atomique. C'était dès 1933, avoir compris aussi que le monde semblait prêt pour l'apocalypse, puisque à cette époque-là, l'école physique dominante, c'était l'Allemagne. De loin, c'était les meilleurs physiciens nucléaires du monde. Et donc, tous les ingrédients étaient réunis pour que ce soit les premiers à découvrir la bombe atomique. Et puis, il fait partie de ceux qui se sont escrimés à, au contraire, faire avancer le projet contre vents et marées, en particulier contre la désorganisation, contre l'armée, contre tout, pour faire aboutir le projet bombe atomique, projet qui lui a ensuite complètement échappé. Et Szilard a passé toute la fin de sa vie à s'agiter comme militant pacifiste. Et là encore, un personnage qui fait changer tout, juste une personne, avec évidemment la résonance que représentent la centaine de milliers de personnes qui ont travaillé sur le projet Manhattan dans la suite. Entre parenthèses, la fameuse lettre de Einstein à Roosevelt, c'est pas Einstein qui l'a écrite, c'est Szilard, la fameuse lettre qui disait qu'il fallait lancer le projet de bombe atomique. La vérité, c'est que quand Szilard et son copain Teller sont allés voir Einstein pour lui dire « Professeur Einstein, bombe atomique, c'est possible et tout ça », la réponse de Einstein, ça a été « Ah, je n'y avais jamais pensé ». Et c'est ironique parce que maintenant, évidemment, on associe la bombe atomique à Einstein. Quatrième personnage dans l'ombre, ici, vous le voyez, Hugh Dowding, un militaire anglais, celui qui était l'artisan derrière la bataille d'Angleterre, au moment où le seul obstacle qui restait pour que l'invasion de l'Europe par les régimes nazis et leurs alliés soit complet, le seul obstacle qui restait, c'était l'Angleterre, et ça dépendait de batailles aériennes avec un petit nombre d'aviateurs à peine formés, très très motivés, et Dowding, c'est celui qui d'abord, pendant 10 ans, avait mis au point, fait... qu'est-ce qu'on va dire, piloter l'innovation qui a abouti au développement des Spitfires et des Hurricanes, des célèbres avions que tous les Anglais connaissent comme étant ceux qui ont permis la victoire à cette époque-là, en tout cas ne pas être battus par les Allemands. Et puis le système de défense, à une époque où les états-majors du monde entier croyaient qu'il ne fallait pas préparer la défense mais l'attaque, parce que de toute façon les bombardiers passeraient toujours, quel que soit le système de défense. Donc encore quelqu'un d'extrêmement original, extrêmement intelligent et qui a agi dans l'ombre. Alors les 4 ils sont reliés comme ça et dans le livre on explique pourquoi, comment ils sont reliés, qu'est-ce qui fait que chacun de son côté ils agissaient avec des idéaux communs, avec des problématiques communes et à eux 4 différentes facettes avec leurs personnalités différentes de l'inventeur, ingénieur, innovateur dans une période où c'est extrêmement crucial. En préparant le projet,
c'était intéressant de remarquer aussi comment sur les personnalités il y avait des convergences. Par exemple, quand vous lisez la biographie de Szilard, la biographie de Turing, vous trouvez plein de points communs, du genre une grande maladresse, une incapacité à diriger des équipes, le fait que toute leur vie, ils ont été guidés par un livre qu'ils avaient lu à l'âge de 10 ans. Hein. Les gens se demandent beaucoup si ce qu'on apprend à l'école c'est important pour la suite de la vie. La réponse est des exemples spectaculaires comme ça. Et donc c'était pour moi aussi un travail passionnant à découvrir. Alors, si on était là, tel qu'on l'a rédigé, c'est pour que ça parle au grand public, mais si on se prêtait à cet exercice-là devant une audience comme celle-ci, experte en traitement du signal, en théorie de l'information, on peut relever un petit peu le débat, à un étage un peu spécialisé, et je me suis amusé à chercher un lien qui parle à cette audience entre les quatre au niveau de leur travail, au niveau de la façon dont ils sont passés dans la postérité. Alors, le lien qu'on va trouver entre les quatre, c'est les questions d'information, les questions d'information en général. Et on va commencer à trouver un lien entre l'information et Heisenberg. Vous allez me dire, quand on pense à Heisenberg, on pense tout de suite à incertitude, et bien sûr, incertitude et information, c'est comme les deux faces de la même chose. C'est rappelé de manière extrêmement claire dans les mots du fondateur de la théorie de l'information, bien sûr Claude Shannon, l'alter ego américain de Turing. Là encore, vous lisez la biographie de Shannon et celle de Turing, vous avez l'impression qu'ils ont vécu des vies parallèles à quelques années d'intervalle et avec un océan entre les deux. Et dans ce petit mot, Shannon nous rappelle comment il est arrivé à la notion d'entropie en traitement de l'information. Et il nous dit qu'au début, il voulait appeler ça information, puis le mot était trop utilisé, donc il a appelé incertitude. Et puis quand il a discuté avec John von Neumann avait une meilleure idée, tu devrais appeler ça l'entropie pour deux raisons. D'abord parce que ton incertitude a déjà été utilisée en mécanique statistique avec ce nom, et donc a déjà un nom. Ensuite, de manière plus importante, parce que personne ne sait vraiment ce que c'est que l'entropie, donc dans un débat, tu auras toujours l'avantage. Typique de l'humour caustique de von Neumann, qui, comme Szilard, faisait partie de ces Hongrois qu'on appelait les Martiens, avec une intelligence surdéveloppée, même si, en termes politiques, il était plutôt dans le bord opposé par rapport à Szilard. Alors, ce qui est intéressant, au-delà de la blague de Shannon, entre parenthèses, dans le genre original et provocateur, on fait difficilement mieux, il faut l'imaginer se baladant dans les couloirs des Bell Labs sur son monocycle en train de jongler et construisant des machines improbables dont la plus jolie peut-être était un truc qu'il appelait la machine ultime. C'était une boîte avec un bouton on-off. Quand vous appuyez sur le bouton pour que ça soit sur on, il y avait la boîte qui s'ouvrait, une main articulée qui en sortait et qui venait mettre l'interrupteur sur off et qui rentrait dans la boîte, qui se refermait. C'était la machine ultime de Shannon. Donc c'était le genre du bonhomme assez provocateur. N'empêche que quand il sort de la théorie de l'information en 1948, c'est la révolution. Et du point de vue de télécommunications, c'était un changement considérable. D'un coup, on savait quantifier à quel degré, jusqu'à quel degré on peut comprimer un langage, comment on peut coder, comment faire pour avoir des codes qui résistent aux erreurs. C'était une vraie révolution. Les gens des Bell Labs, ceux qui étaient derrière l'invention des transistors, disaient si nous on n'avait pas découvert les transistors, d'autres labos en Europe auraient fini par le découvrir quelques années après. Mais la théorie de l'information, ça a vraiment pris tout le monde de court. Si Turing avait bossé sur le sujet, à coup sûr, il aurait pu faire de même. Alors, l'autre chose qui est intéressante, c'est information, donc et incertitude, le fait qu'il envisage les deux comme étant synonymes, alors que ça nous paraît le contraire l'un de l'autre, l'information et l'incertitude. La clé étant, comme je dis, c'est les deux faces l'une de l'autre. Dans la théorie de Shannon, ce qui fait le prix d'une information, c'est l'incertitude a priori. Connaissance a posteriori, incertitude a priori. Et moins vous avez d'informations a priori sur ce que sera le résultat de l'expérience ou le message que vous allez décrypter, plus précieuse sera l'information que vous allez en retirer. Et si vous avez par exemple un message que vous décryptez, ce qui fait le prix d'un mot par exemple, c'est le fait qu'il soit rare, le fait qu'il soit inattendu, le fait qu'on ne soit pas du tout certain que ce soit ce mot-là qui va arriver.
Et dans les mesures, par exemple, les façons de mesurer l'entropie d'un langage, par exemple, il y a des expériences dans lesquelles on demande à des volontaires de deviner le mot qui va suivre. En fonction de la fréquence avec laquelle on réussit à deviner le mot qui va suivre, on en déduit des mesures de l'incertitude, des mesures pratiques de l'information. Si on veut trouver un autre lien entre l'information et le principe d'incertitude de Heisenberg, il y a plus dur et plus sophistiqué. Il y a cette magnifique inégalité, le principe d'incertitude de Beckner-Hirschman, quelque chose qui est des années 70-80, qui vous dit que si on prend la formule, on va en parler en long et en large, mais ici vous avez la fameuse formule de l'entropie de Boltzmann, et vous prenez une fonction de densité comme en mécanique quantique, une fonction d'onde, psi à valeur complexe, dont l'intégrale du carré est égale à 1. Et bien, vous regardez alors la somme de l'entropie de la densité psi carré et de la transformée de Fourier au carré, la somme de ces deux entropies est jamais plus basse que n fois 1 moins log de 2, une certaine quantité universelle. Ce qui veut dire, en gros, s'il y a beaucoup d'informations dans la fonction de densité elle-même, il ne peut pas y en avoir beaucoup dans la transformée de Fourier. Vous avez une dualité qui dit que s'il y a beaucoup d'informations d'un côté de Fourier, il n'y en a pas beaucoup de l'autre côté. Et c'est beaucoup plus fort, vous pouvez en déduire de manière extrêmement simple le principe d'incertitude de Heisenberg qui dit que si vous êtes bien localisé d'un côté de Fourier, vous êtes mal localisé de l'autre côté de Fourier. Cette inégalité, elle est remarquable d'abord parce qu'elle est profonde, elle est mystérieuse, les seules preuves qui sont connues, elles sont invraisemblables, il faut aller chercher des trucs invraisemblables qui n'ont aucun sens en termes de théorie de l'information, des constantes optimales, un transformé de Fourier entre espaces de Fourier. Et puis, et donc, il doit y avoir forcément une preuve plus simple et plus directe. Et l'autre chose qui est frappante, c'est qu'elle est peu utilisée, malgré le fait que sa profondeur est immédiate dès que vous commencez à étudier un peu. Est-ce qu'un jour, il y aura quelque chose d'important qui en sera tiré? J'en sais rien. Mais là, on a un vrai lien entre théorie de l'information et mécanique quantique. C'est une forme d'une inégalité simple qui en attend d'une belle preuve et en attend d'une belle utilisation. Alors, continuons notre tour des rêveurs lunaires, comme je les ai appelés. Et cette fois, on passe à Turing. Alors là, évidemment, d'abord, Turing travaille sur la théorie du code. L'entropie est une mesure des taux de compression. Évidemment, ça va jouer un rôle quand vous regardez des codes, des messages codés. Je vous parlais du problème de deviner des mots, mais ça fait aussi partie de l'arsenal mathématique que Turing a développé dans le cadre du décryptage Enigma, des formalisations de probabilité bayésienne. Si on a déjà décrypté tel message, tel mot, quelle probabilité que tel mot arrive, que tel caractère arrive, et donc c'était des considérations qui lui importaient. Et puis, comme je disais, il y a eu une rencontre entre, comme je n'ai pas dit, mais il y a eu une rencontre entre Shannon et Turing, à l'époque où Turing visitait l'Amérique pour informer les Américains de l'état où ils en étaient pour les codes. Et ce jour-là, il y a eu vraiment le sentiment de Turing d'avoir trouvé pour la première fois quelqu'un qui comprenait toutes ces questions, qui comprenait l'informatique naissante, qui comprenait l'information. Alors, si on continue, information et Szilard, avant de travailler sur la bombe atomique, Szilard, il a travaillé sur la théorie de l'information, c'est le sujet de sa thèse, en particulier une tentative de résoudre ce fameux paradoxe de Maxwell, le démon de Maxwell. Maxwell, c'était cette expérience de pensée, vous avez une boîte avec un gaz, une paroi de part et d'autre, et puis vous mettez un petit démon malicieux qui ouvre un clapet chaque fois qu'il y a une particule qui est en train d'arriver, mettons là, elle arrive de la gauche vers la droite, paf, le démon ouvre la paroi, c'est une paroi très mince, ça ne coûte quasiment rien comme effort, de sorte que la particule va rentrer à droite. Mais il ouvre que quand la particule va aller de la gauche vers la droite et jamais de la droite vers la gauche. Et vous avez ainsi, sans travail, une façon de diminuer l'entropie, comme on dit, d'arriver à une situation où toutes les particules vont d'un côté de la boîte et aucune va de l'autre côté. Évidemment, ça semble complètement paradoxal, ça posait problème aux théoriciens de la thermodynamique. Et ce qu'a montré Szilard avec certains modèles, c'est que si vous prenez en compte l'énergie qui est associée à l'effort de l'information qui est derrière, par exemple,
l'énergie qu'il voudra mettre en œuvre pour stocker, pour repérer, pour faire l'expérience de la particule, pour stocker le résultat et pour que ça fasse une action, vous arrivez à montrer que finalement vous générez autant d'entropie que la diminution entropique est causée par le flux de particules de la gauche vers la droite. Il y a eu d'autres travaux qui ont été faits dessus, avec des interprétations un peu différentes de celles de Szilard, en particulier la question d'effacer l'information, si vous avez une case mémoire, d'effacer l'information précédente. Physiquement, qu'est-ce que ça va représenter d'effacer cette information? Ça va encore vous coûter de l'entropie, et ainsi de suite. Alors on peut critiquer ce genre de réflexion aussi en disant, faire attention, les démons, on peut en faire à moindre frais si on modifie un tout petit peu le modèle, faites attention aux hypothèses. Par exemple, si au lieu de prendre des particules comme on a l'habitude qui rebondissent selon des lois élastiques de la physique, si vous prenez une particule inélastique, c'est très facile de faire des configurations dans lesquelles l'entropie diminue spontanément et votre système va d'une configuration homogène à une configuration inhomogène. On voit des expériences spectaculaires, vous agitez une boîte avec des compartiments, des boules qui peuvent passer par-dessus des petites barrières. Au début, vous rangez dans les compartiments, vous mettez autant de boules les uns que les autres. Les boules sont inélastiques, c'est juste qu'il y a un petit défaut. Vous agitez, et vous finirez par voir qu'il y a des compartiments qui se remplissent et d'autres qui se vident. C'est une façon de faire un démon de Maxwell qui existe vraiment juste en enlevant l'hypothèse d'élasticité, ce qui vous montre qu'il faut faire très attention dans la discussion. Alors, donc, information, on la retrouve chez Szilard, chez Heisenberg, chez Turing. Je ne l'ai pas fait pour Dowding ici, mais en y réfléchissant, là, juste avant la conf, je me disais qu'on aurait pu aussi la faire pour Dowding, par exemple, sur les questions d'estimation statistiques qui étaient faites sur les avions pendant la guerre. Il y a un statisticien qui s'est rendu célèbre pour ça. Imaginez que vous devez déterminer quels sont les endroits qui sont les plus vulnérables pendant la guerre pour vos avions. Les avions qui partent, il y en a qui ne reviennent pas, et ceux qui ne reviennent pas ont été touchés par l'ennemi. Qu'est-ce que ceux qui reviennent, vous les examinez, et vous regardez où est-ce qu'ils sont abîmés en vous disant que c'est les endroits qu'il faudra renforcer. Et ce gars-là, qui s'appelait Abraham, si je ne dis pas de bêtises, a compris que c'était pas ça qu'il fallait faire. Il fallait au contraire regarder les endroits qu'on ne retrouvait jamais comme étant endommagés pour savoir quelles étaient les blessures fatales aux avions. Et dans vos modèles de probabilité, ça change tout. Et ça vous indique bien qu'il faut faire extrêmement attention sur les questions d'information cachée quand on analyse statistiquement, et il faut raisonner avec un modèle, sinon votre interprétation de l'information, elle ne marche pas. Donc on aurait pu trouver de l'information partout. Alors, avec ces idées-là, on va développer l'idée que l'information c'est un concept unificateur, et je vais vous parler un petit peu de théorie classique de l'information au sein de l'entropie de Boltzmann. On va revenir aux fondamentaux, et puis je parlerai un peu de ce que moi j'ai fait dans cette histoire-là. Il y a eu une époque où je disais que l'entropie, c'était le seul lien entre tous les articles que j'avais écrits, et vous allez me dire, ça fait donc que c'est très spécialisé, mais non, parce que l'entropie, ça se retrouve pas partout, mais dans plein de sujets différents. Alors, information ou entropie, comme je vous disais, c'est des faces l'une de l'autre, c'est le contraire. Disons que l'entropie, information, d'habitude, c'est l'opposé d'une entropie. Juste un signe moins entre les deux. Et vous avez plein de variantes des entropies qui toutes vous donnent une mesure du mystère qu'il y a dans une expérience ou dans un système. L'entropie de Boltzmann, c'est quand vous avez un état statistique, vous regardez une configuration statistique et vous demandez qu'est-ce qu'il y a au niveau microscopique. Comment sont les molécules, comment sont les atomes, sachant que la statistique est comme ça. Et donc, deviner les états microscopiques, c'est ça le problème de l'entropie de Boltzmann. L'entropie vous dit combien c'est dur de deviner cet état caché. L'entropie de Shannon, elle, c'est plutôt deviner un signal. Est-ce que c'est dur de deviner le signal qui va venir? Formellement, les deux sont les mêmes, mais la question derrière est assez différente dans son objet, mais dans un cas comme dans l'autre, c'est une mesure du mystère ou du degré de suspense qui reste une fois, juste avant que vous fassiez votre observation. Alors, on parle aussi en mathématiques d'entropie de Kolmogorov-Sinai. Elle, c'est pour un système dynamique, et vous demandez quel est le mystère qu'il y a dans le système dynamique. Est-ce qu'il est très chaotique?
Si vous connaissez le début de la trajectoire, est-ce que vous arrivez à prédire la suite? Vous avez la complexité de Kolmogorov. Vous avez un certain phénomène, vous demandez quelle est l'explication minimale, le plus petit programme informatique qui pourra en rendre compte. Vous avez l'information de Fischer, qui, elle, vous parle de la difficulté de deviner un paramètre statistique, à coup d'estimateur non biaisé, des choses comme ça. Et puis vous en avez d'autres qui sont des variantes des uns des autres, entropie métrique, topologique, entropie de von Neumann, entropie de Voiculescu, et ainsi de suite. Nous, on va se concentrer modestement sur les deux premières, l'entropie qui sont la même mathématiquement parlant, on va appeler ça l'entropie de Boltzmann-Shannon. Ce qui est remarquable d'abord, c'est qu'il y a une signification statistique avec la fameuse formule de Boltzmann, S égale K log W, et un sens derrière. À la fois, ça nous renseigne sur le désordre, ça nous renseigne sur l'information. Information au sens de l'incertitude. On observe un gaz, par exemple, le fait de faire des expériences macroscopiques, comme mesurer la pression, la température, la densité, qu'est-ce que ça nous dit vraiment sur l'état du gaz? Et une notion de désordre. Plus ce sera difficile de choper l'information, de choper l'état du gaz, plus on dira que le gaz est désordonné. Par exemple, une configuration comme celle-ci est plus désordonnée qu'une configuration comme celle-là. Ici, le gaz est bien rangé à droite. Ici, le gaz est désordonné au sens où on ne sait pas s'il est à gauche ou à droite. Entre les deux, il y a une différence en termes d'information, en termes d'entropie. Alors, deux petites histoires qui paraîtront peut-être éculées à ceux qui m'ont entendu déjà faire des conférences sur le thème. Premièrement, désordre d'information, c'est un bon slogan. Et il y a quelque temps, alors que je sortais juste d'une interview à la télévision, dans la salle, au moment du démaquillage, il y a l'animateur qui me demande de faire un graffiti sur le mur en face de moi, où les gens avaient tous écrit leur mandat, tout ça. Et moi, j'ai écrit S égale K log W, évidemment, fièrement, et j'ai écrit désordre et information. Voilà. Et le présentateur télé, il a regardé, il a dit c'est super, ça pourrait être la devise de notre chaîne. Il a réfléchi, il a dit d'ailleurs ça vaut mieux que ordre des informations. Ça c'est la première histoire. Et la deuxième histoire, c'est derrière cette photo-là. Ça c'était en 2006. J'étais en visite à Vienne, c'était le centenaire du tragique décès de Boltzmann. Et donc, c'était un colloque à la mémoire de Boltzmann dans lequel j'étais l'un des orateurs. Et je savais que Boltzmann était enterré au cimetière central à Vienne, que je vous recommande. Alors, il est gigantesque. Il faut savoir où on va. Je n'avais pas pris de plan, je ne savais pas comment et tout ça. Et donc, quand je me suis retrouvé dans le cimetière, je me suis dit, mince, où est-ce qu'il faut aller? C'est gigantesque. Vous pouvez marcher longtemps à travers le cimetière où il y a un certain nombre de célébrités enterrées, mais disséminées parmi tout plein. Alors j'ai avisé une famille assise sur un banc et je leur ai demandé « Est-ce que vous savez où je peux trouver un plan du cimetière ?» Et ils m'ont répondu « Non, il n'y a pas de plan. Qui est-ce que vous cherchez ?» Moi j'ai répondu fièrement « Boltzmann ». En disant peut-être, voilà, ils ont entendu parler. Et le gars m'a regardé, le chef de famille m'a regardé avec l'œil pétillant et il a répondu « S égale K log W ». Formule magique, vous voyez, entre ici. Le mot de passe dans le cimetière. Ça, c'est de l'histoire. Dans cette formule, quand même, il y a quelque chose de magique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire S égale K log W? On va voir. Entre parenthèses, sous cette forme-là, c'est Planck qui l'a écrite. Et il y a des propriétés clés qu'on va voir, avant même d'expliquer S égale K log W. L'information qu'on va définir, elle a plusieurs propriétés fondamentales dont on va découler tout le reste, si l'on veut. Premièrement, il y a un contenu en termes d'information. Deuxièmement, ça met en valeur les variations de densité. Pensez en termes de décodage de signaux, les mots rares, les mots fréquents, tout ça, ça va jouer un rôle important. Les mots rares auront beaucoup d'importance éventuellement parce qu'ils sont associés à une information précieuse. Et puis, il y a une propriété d'additivité qui est que oui, là, là, je n'ai pas défini H de mu, c'est un bug de préparation d'exposé. Oubliez ici le fait qu'il y ait une mesure de référence. On va définir tout à l'heure. Pour l'instant, mettez que ce soit juste oubliez ça.
quand vous regardez l'information associée à un produit tensoriel de mesure, c'est la somme des informations. Ça, c'était le point de départ, entre parenthèses, de la théorie de Shannon. Ce qu'il a dit, c'est une simplicité biblique. Si on reçoit deux signaux indépendants, les informations doivent s'ajouter. Point. Et cette propriété, on va la voir qu'elle découle aussi de la définition de Boltzmann et qu'elle entraîne plein de propriétés importantes. Alors voici la formule de Boltzmann et qu'est-ce qu'on va faire de S égale K log W. Alors d'abord, W, c'est le nombre de possibles dans la théorie de Boltzmann. Et un système que j'observe, j'ai une information partielle sur ce système. Une fois que j'ai pris cette information partielle, qu'est-ce qui reste comme possibilité pour la partie inconnue du système? On fait la liste de toutes les possibilités, on appelle ça W, c'est un nombre ou un volume, selon que vous êtes dans le discret ou dans le continu. Vous en prenez le logarithme et juste multiplié par une constante. Logarithme du volume des possibles. Qu'est-ce que ça va être? On va le voir, en même temps on va calculer en pratique ce que c'est. Imaginez que vous observez un système de grand n particules, avec n qui est grand, c'est peut-être 10 puissance 10. Et puis, ces particules, elles sont dans certains états. Mettons qu'on soit dans un formalisme discret, les états ont un numéro de 1 à k, c'est comme si on rangeait les particules dans des boîtes, par exemple on a k couleurs, et on observe les fréquences. On sait qu'il y a tant de pourcents de particules qui sont dans l'état vert, tant de pourcents qui sont dans l'état rouge, et ainsi de suite. Regardons les fréquences qui sont associées à ça. Mettons que ce sont des nombres rationnels dont la somme est égale à 1, et on va se demander combien il y a de configurations possibles qui correspondent aux fréquences que j'observe. Combien de façons de ranger les n boules dans les k boîtes, de sorte que les fréquences observées, les nj sur n pour tout j, soient égales aux fréquences qui m'intéressent, le vecteur d'identité fj. Ici, dans cet exemple, j'ai un vecteur de fréquence qui est 0, 1 sixième, 1 tiers, etc. Et un nombre de particules qui est égal à 6, 9, 10, 12. Ok. Si je dis pas de bêtises. Et la formule combinatoire, elle vous dit que ce nombre de possibles, c'est ça, factoriel n divisé par le produit du factoriel nj. Ça, c'est W dans la théorie de Boltzmann. Une fois que vous avez observé les fréquences, c'est l'information partielle, macroscopique, vous regardez les états microscopiques, et c'est un grand nombre gigantesque en général. Vous en prenez le logarithme, vous divisez par n, vous faites tendre n vers l'infini. Ce qui vous reste, c'est moins la somme des fj, log fj. Et c'est ainsi que vous trouvez la fameuse formule de Boltzmann, moins l'intégrale de f log f. Une intégrale d'une fonction non linéaire de la densité, du vecteur des fréquences, et cette intégrale, cette non-linéarité, elle fait intervenir un logarithme. Ce qui est cohérent avec ce que je vous disais, que l'information associée à des événements indépendants doivent s'ajouter. Les événements indépendants sont associés à des mesures qui se multiplient. Pour passer d'un produit à une somme, il vous faut un logarithme. Donc ça, c'est le sens de la formule de Boltzmann. Ici, vous avez quelque chose qui formellement ce qui serait comme K log W. W, c'est le volume ou la somme le nombre des possibles. Alors, donc la signification physique, il s'agit de mesurer le volume des micro-états associés avec un certain degré de précision dans les observables macroscopiques à une configuration macroscopique qui est la distribution observable, la fréquence. Et donc la question à laquelle répond l'entropie de Boltzmann, c'est la configuration que j'observe, est-ce qu'elle est exceptionnelle ou pas? Est-ce qu'elle peut venir de plein de possibilités ou pas? Configuration qui serait rare, ça serait par exemple celle dans laquelle toutes les particules seraient dans le même état, quelque chose comme une distribution à la Bose-Einstein, avec juste le cœur. Et en revanche, une distribution qui serait très étalée, qui pourrait venir de plein de configurations possibles, elle ne sera pas exceptionnelle, et elle aura une entropie élevée. Ça, c'est le raisonnement de Boltzmann, et comme je vous disais, le raisonnement de Shannon, c'est on va partir du principe que plus une information est rare, plus elle est précieuse, et donc la quantité d'informations que je gagne à chaque décryptage élémentaire, ça va être une fonction de l'inverse de la densité, de l'inverse de la fréquence. On prend le logarithme pour avoir cette propriété d'additivité par rapport au produit tensoriel, et on aboutit à la même formule. Et donc je noterai S égale moins l'intégrale de ρ log ρ des nu, égale moins l'information de Boltzmann,
avec ici une mesure de référence, qui est la mesure par rapport à laquelle on prend la densité, ici la mesure de probabilité qui nous intéresse. Ça, c'est la mesure qui nous intéresse, ça, c'est la mesure de référence. Ça peut être la mesure de Lebesgue, la mesure de volume habituel, ou ça peut être une autre mesure. Et je regarde l'intégrale de Rouleau-Gros. Il reste moins pour l'entropie. Alors, l'entropie, c'est emblématique du déterminisme statistique, et c'est ça qui est magique dans la formule de Boltzmann. C'est une formule qui nous rappelle que toute notre physique, telle qu'on la voit, elle est dictée par le fait que nous sommes des êtres macroscopiques dans un monde fait de constituants microscopiques. Et que ça a à voir avec le fait que la physique autour de nous est souvent prédictible. Regardons un petit peu ce qui se passe quand on regarde, dans un modèle probabiliste, plein d'observations indépendantes. Par exemple, si on fait de la mécanique classique, on aura des équations à la Newton qui font intervenir les positions et les vitesses des particules. Alors, chaque fois que j'ai une position de vitesse, j'appelle ça y, et je considère plein de variables, et je ne sais pas, quand je regarde la matière, comment se répartissent les valeurs microscopiques de ces positions et de ces vitesses. Tout ce que je peux faire, c'est deviner, disons. Alors, mettons une probabilité sur toutes les possibles configurations de ces particules. Une probabilité qui sera en un nombre de variables énorme, peut-être en 10 puissance 10 variables. Et au début, quand je recommence mon expérience, il y a une certaine imprécision, une certaine mesure de probabilité. Et puis, la dynamique microscopique va faire évoluer cette distribution de probabilité. Si elles étaient dans un tel état au début, au bout d'un temps t, elles seront dans tel état. Si elles étaient dans un tel état au début, au bout d'un temps t, elles seront dans tel état. Et ainsi de suite, de sorte que les probabilités évoluent. Et maintenant, je me demande, moi, qu'est-ce que je vais pouvoir mesurer? La seule chose que vous puissiez mesurer quand vous êtes macroscopique dans vos expériences, c'est la mesure empirique, la moyenne des masses de Dirac associées aux observations, qui contient toutes les observations statistiques. Et donc, vous vous demandez, est-ce que ça va suivre une certaine loi qui va évoluer au cours du temps et que je vais pouvoir évaluer, calculer, modéliser. En général, si vous prenez une mesure comme ça, il n'y a aucune raison que au bout d'un temps t, ça soit toujours prédictible, on va dire. Peut-être qu'au début c'est prédictible, ensuite ça n'est pas. Et la réponse que nous donne la théorie des probabilités, c'est que cette mesure empirique, elle est approximativement déterministe et donc prédictible, si et seulement si, chaque fois que je prends deux particules parmi ce grand nombre, elles sont en gros indépendantes. Autrement dit, si et seulement si, il n'y a pas de corrélation entre les particules au niveau microscopique. C'est bien si et seulement si. Autrement dit, s'il y a des corrélations, votre mesure empirique, vos observations ne seront pas déterministes, il restera un élément d'aléatoire, même à l'échelle macroscopique. Alors vous allez dire, ok, on prend ça, mais après, quelle justification on a pour faire cette hypothèse de chaos moléculaire? Première justification possible, c'est de dire que l'expérience montre qu'on arrive à faire des prédictions. Des choses comme l'équation de la chaleur, des choses comme l'équation de Boltzmann qui marchent. Donc c'est qu'il y a du chaos derrière. Deuxième réponse possible, c'est que cette hypothèse de chaos, elle correspond à une hypothèse de maximum d'entropie. Pas le maximum d'entropie de la distribution que vous pouvez mesurer. Le maximum d'entropie de la distribution que vous ne pouvez pas mesurer. La distribution microscopique des particules. Autrement dit, cette hypothèse de chaos, c'est comme un analogue anthropique du fameux principe de maximum de vraisemblance. En statistique classique, quand on a un phénomène, on ne sait pas trop où est le paramètre qu'on cherche à inférer, on va dire le plus probable, c'est que ce soit le maximum de vraisemblance. En physique statistique, on va dire le plus probable, par rapport à ce qui est inconnu, c'est que ce soit le maximum d'entropie. Pour l'unique raison que ça correspond à la plus grande probabilité en termes de configuration microscopique. Et donc vous avez là derrière cette formule, S égale K W, comment l'entropie est associée de manière intime au chaos. Ouais. S'il y a quelque chose qui vous échappe là-dedans, c'est pas grave, on pourra s'en passer. Si vous trouvez qu'au contraire j'ai pris trop de temps pour expliquer ces choses-là, c'est pas grave, on va aussi passer à la suite. Alors, voici la traduction mathématique de l'intuition de Boltzmann. Ça s'appelle le théorème de Sanoff.
Dans le temps, à l'École normale supérieure de Lyon, j'enseignais ça aux élèves de première année en faisant semblant que c'était de la statistique, et histoire de leur donner un bon goût dès le départ dans des sujets importants, avec plein d'informations d'entropie. Et voilà ce que ça dit. Jeter des observations aléatoires avec des variables microscopiques indépendantes. Et demandez-vous quelle est la mesure qu'on va observer. Elles sont indépendantes, elles ont une loi commune. Voilà le plus. Peut-être que ce qu'on va observer, on va être induit en erreur, et l'expérience statistique va nous faire penser que c'est une certaine loi nue, différente de la loi nue. Cette probabilité est faible, la probabilité constante est faible, elle est exponentiellement basse par rapport au nombre de variables, et le coefficient qui est devant le n, c'est exactement l'information de Boltzmann. Autrement dit, une information élevée ou basse, ça vous donnera aussi la tendance qu'a votre mesure empirique à se concentrer près de ce qui est attendu ou pas. Une mesure de combien ça pourra faire des choses inattendues. Alors, là je l'écris de manière à peu près égale, hein, comme on comprend bien. Si on veut écrire ça mathématiquement rigoureusement, il faut 3 limites. Oui, il n'y a pas le choix. Il faut 3 limites avec une limite sur quand le nombre de particules tend vers l'infini, une limite sup quand l'erreur qu'on s'autorise sur les observations macroscopiques tend vers 0, et une limite quand le nombre d'observables indépendantes qu'on s'autorise tend vers l'infini. Et si vous faites les limites dans n'importe quel autre ordre, ça vous donne un résultat qui n'a pas de sens. Donc il faut vraiment prendre d'abord n tend vers l'infini, puis epsilon tend vers 0, puis k tend vers l'infini. Et vous reconnaissez cependant la même formule k log w. Ici j'ai mis h qui est l'opposé de s, donc moins s si vous voulez égale moins k log w. On continue avec maintenant des propriétés très commodes de l'entropie qui découlent des propriétés fondamentales que je donnais il y a quelques instants. Premièrement, prenez une mesure de probabilité fixée, faites le produit tensoriel par elle-même n fois, divisé par n, le résultat est constant. C'est une conséquence immédiate de l'additivité de l'entropie, et c'est très important dès que vous voulez travailler avec des grandes dimensions. Quand vous vous intéressez à un problème qui est posé naturellement en dimension 1 million, vous n'avez pas envie de considérer ça comme dimension 1 million, mais comme une approximation de dimension infinie. Si vous faites de l'analyse en grande dimension, vous avez besoin de contrôler vos densités, tous vos outils habituels d'analyse, ils se cassent la figure, sauf l'entropie et les informations, parce qu'elles se comportent bien par rapport à cette grande dimension. Ce qui explique que l'entropie soit un outil favori des analystes travaillant en grande dimension. Outil suivant, également un grand favori des analystes, les inégalités de Sobolev logarithmiques, qui vous disent, quand elles s'appliquent, que l'information de Boltzmann est dominée par l'information de Fischer. L'information de Fischer, je vous ai mis ici la plus simple d'entre elles, l'information correspond à la difficulté de deviner, par inférence statistique, quelle est la moyenne d'une distribution dont vous connaissez la forme, mais pas où elle est centrée. Une certaine forme, mais vous ne savez pas où c'est centré, vous voulez le deviner par un estimateur, quelque estimateur qu'il soit, non biaisé, il y aura fatalement une certaine part d'erreur, et l'information de Fischer, elle vous dit quelle est l'erreur minimale que vous allez faire typiquement. Et pour beaucoup de mesures nues, on sait que cette inégalité est vraie pour n'importe quelle mesure nue. Par exemple, ici, nu pourrait être la mesure gaussienne, une mesure de référence, et vous allez avoir cette inégalité qui sera vraie. Cette inégalité est extrêmement populaire en analyse, par exemple analyse processus stochastique. Elle a une interprétation remarquable en termes statistiques. Elle vous dit que si vous avez un processus stochastique, truc genre mouvement brownien, avec une certaine mesure d'équilibre, quand vous cherchez à estimer votre distribution d'équilibre
en faisant du sampling, en faisant des échantillonnages aléatoires indépendants par rapport à cette mesure d'équilibre, ça sera jamais mieux que quand vous l'observez, quand vous l'estimez avec les trajectoires du processus stochastique. En d'autres termes, une estimation trajectorielle Monte Carlo Markov Chain ou par processus stochastique marche toujours au moins aussi bien qu'une estimation par échantillonnage directement de l'équilibre. On continue avec l'une des plus célèbres inégalités de Shannon, l'inégalité de Shannon-Stam. Shannon l'a conjecturé, Stam l'a prouvé. Elle vous dit que quand vous mélangez deux signaux aléatoires indépendants, vous pouvez seulement faire décroître l'information. Ce qui a un sens. Si vous avez un truc, le fait de mélanger des choses, on a envie de se dire que ça doit diluer l'information qui est contenue dans l'un ou dans l'autre. Formulation précise, prenez x et y, deux variables aléatoires indépendantes, lambda un paramètre compris entre 0 et 1, et vous gardez racine de lambda fois x plus racine de 1 moins lambda fois y. Pourquoi avec des racines carrées? Ça c'est pour préserver la variance, qui vous dit comment votre signal est localisé. Eh bien, vous avez l'entropie de ce signal combiné qui n'est pas inférieure à la combinaison des entropies des signaux. On peut le réexprimer en termes de ce qu'on appelle la puissance entropie, entropy power, et ça vous dit juste que la puissance entropie de la somme des deux signaux est minorée par la somme des puissances entropie. Donc ça, c'est l'un des résultats remarquables de conjecturer donc dans Shannon. Et avec le recul, on a compris que c'était un analogue dimension infinie de la fameuse inégalité de Brun-Minkowski qui s'applique à des ensembles dans Rn. Prenez deux ensembles dans Rn, quels qu'ils soient A et B. Alors le volume de la somme A plus B, c'est-à-dire la somme de tous les vecteurs de A et des vecteurs de B, à la puissance 1 sur n, est jamais inférieure à la somme des volumes à la puissance 1 sur n. Il y a quelques instants, je vous disais que l'entropie, ça correspond à un volume de micro-états. Quand vous appliquez l'inégalité de Brun-Minkowski à ces micro-états et vous passez à la limite quand la dimension tend vers l'infini, en faisant bien attention, vous retrouvez cette inégalité de Shannon. C'est pas évident de le faire, c'était un travail suggéré par Voiculescu il y a une vingtaine d'années, et ça vous donne une interprétation profonde, si on veut, de cette inégalité que Shannon avait conjecturée sur des bases purement informationnelles. Donc une information d'interprétation en termes purement géométriques. Et on continue avec l'une des propriétés les plus célèbres de l'entropie, le fait que ce soit monotone. En présence de chaos statistique, si vous avez de la réversibilité microscopique, alors l'entropie macroscopique croît. Je répète, si vous avez la réversibilité microscopique, par exemple, si la dynamique microscopique est une dynamique newtonienne, comme un grand jeu de billard sans frottement, dans lequel vous pourriez regarder le film à l'endroit ou à l'envers sans que les lois de la physique soient changées, alors quand vous passez à l'échelon macroscopique, vous verrez une augmentation de l'entropie. C'est le cas pour le billard. Pour un système de type billard, l'entropie au niveau microscopique, elle est préservée, tout est réversible. Au niveau macroscopique, elle augmente. Et de manière paradoxale, si on a de l'irréversibilité au niveau microscopique, en général, ça ne donne rien de particulier. Et le contre-exemple remarquable, c'est ces boules inélastiques dont je vous parlais, qui elles forment un système irréversible microscopiquement et pour lesquels l'entropie peut augmenter ou diminuer, et en tout cas pour lesquels il n'y a pas de comportement irréversible particulier. Là encore, si on a en tête l'interprétation de Boltzmann en termes de volume des possibles, on comprend ça. Imaginez que vous partez d'une certaine configuration avec une certaine entropie, donc un certain volume des possibles. Dans ce volume des possibles, qui correspond donc à votre configuration initiale, toutes les configurations qui étaient déjà admissibles, si vous suivez la dynamique, elles vont rester admissibles. Si la dynamique est microscopiquement réversible, typiquement un système newtonien, le volume microscopique des possibles sera conservé. Comme le volume est conservé microscopiquement, vous n'aurez jamais moins de configurations au temps t que vous en aviez au temps 0. Toutes celles que vous avez déjà au temps 0, vous les gardez, parce qu'il y a conservation du volume, mais il se peut qu'il y en ait d'autres qui arrivent, qui n'étaient pas initialement et qui viennent s'ajouter. Donc votre volume de possible, il peut augmenter. Mais il nous faut la réversibilité
réalité microscopique. Ça a eu un succès considérable en physique et en mathématiques, et ça a été à la base de nombreux résultats. Par exemple, les prédictions par Maxwell et Boltzmann, on y reviendra, de ce que quand vous prenez un gaz et que vous le laissez évoluer, eh bien, l'état final il est gaussien, mais aussi les plus belles preuves du théorème central limite. Le théorème central limite, il vous dit quoi? Prenez une somme de variables aléatoires, identiquement distribuées, indépendantes, vous divisez par racine carrée de n le nombre d'observations après avoir retiré la moyenne, et bien ça converge vers une gaussienne. Comment on montre ça? Première année de cours de probabilité, avec un bon coup de transformée de Fourier. D'habitude, c'est comme ça. Parfois, d'autres preuves basées sur les moments, parfois des preuves combinatoires, mais la preuve qui fait vraiment comprendre, c'est celle qui est basée sur l'entropie. Et qui vous montre que chaque fois que vous faites l'opération qui est basée sur ceci, chaque fois que vous allez combiner les sommes que vous avez obtenues précédemment de sommes de variables aléatoires, vous allez rajouter de nouvelles variables aléatoires, vous allez faire baisser l'information jusqu'à aller vers une distribution dont l'entropie sera aussi grande que possible, et le maximum d'entropie, c'est quoi? C'est la gaussienne. Donc le théorème central limite, il s'explique aussi en termes d'entropie. En mécanique des fluides compressifs, ça a eu un succès considérable aussi. Quand vous avez le choix entre plusieurs solutions de mécanique des fluides compressibles, les solutions qu'on choisit, ce sont celles qui font augmenter l'entropie et pas celles qui la font diminuer. Et ainsi de suite. Alors, continuons sur cette idée de Boltzmann. Ça, c'est le gaz tel que ce que représentait Boltzmann, un grand billard avec des particules qui se cognent et qui se cognent et qui se cognent sans cesse. De temps en temps, les particules changent de vitesse et la trajectoire d'une particule est imprédictible parce que ça va dans tous les sens, mais la magie des grands nombres fait que la trajectoire statistique est prévisible, l'ensemble de la distribution, on peut la suivre. Mais en 1870 arrive la révolution, quand Maxwell et Boltzmann donc suggèrent que non seulement on va pouvoir écrire l'équation qui va gouverner l'évolution de la distribution statistique, l'équation de Boltzmann, avec en particulier ce gros terme de collision qui modélise les collisions des particules les unes avec les autres, où vous avez ici des vitesses des particules avant le choc, des vitesses des particules après le choc, ou au contraire d'ailleurs, ce qui n'a pas d'importance ici parce que c'est une dynamique micro-réversible. Et si vous attendez assez longtemps, le gaz va devenir gaussien, les statistiques deviendra constante par rapport à la position, gaussienne par rapport à la vitesse, ce qu'on appelle la thermalisation du gaz. Assez fondamental, c'est l'effet qui vous garantit que si vous mettez un gaz dans une boîte, au bout d'un certain temps, il y aura une température bien définie dans la boîte. Et la démonstration théorique de cet effet, elle est basée sur la croissance de l'entropie et le fait que les collisions font augmenter l'entropie. Donc ça, c'est le théorème H de Boltzmann. H, c'est toujours l'opposé de S. Et le calcul de Boltzmann, très joli calcul, très astucieux mathématiquement parlant, vous montre que la production d'entropie, S l'entropie, le long de l'équation de Boltzmann, est donnée par l'intégrale de quelque chose qui est compliqué, mais qui est toujours positif, et qui ne s'annule que si vous êtes gaussien par rapport à la variable de vitesse. Une fois qu'on a dit ça, on se dit, il y a quand même quelque chose qui est embêtant. Si le déterminisme... Oui, je sens la question là. Alors, ici, V et V étoiles, les vitesses de deux particules qui sont en train de se cogner, et D' étoiles, les particules, les vitesses juste après le choc. Donc ici, vous avez les vitesses avant le choc, ici, vous avez les vitesses après le choc. F, c'est la densité du gaz, et ça, c'est la production d'entropie due aux collisions à chaque instant, en chaque position. Et ce machin-là, il n'est pas rigolo quand on le voit pour la première fois, mais il est bien plus sympathique qu'il en a l'air, parce que si j'appelle ça X et ça Y, c'est la forme X moins Y fois log de X sur Y. Autrement dit, X moins Y fois log de X moins log de Y, et ça c'est toujours positif. Et c'est très facile donc de montrer que ça c'est positif. En revanche,
c'est du sport de le minorer par un truc strictement positif, acceptable. J'ai passé une partie de ma vie à ça, trouver des minorations à ce machin, avec toutes sortes d'astuces. Alors, vous allez me dire, si on croit en Boltzmann et le fait que l'approche d'un gaz est un phénomène lié à l'entropie, donc lié au chaos, donc lié aux statistiques, à la probabilité, on se dit, mais alors, ça devrait être une conclusion probabiliste aussi. Genre, le gaz, il devrait parfois aller vers l'équilibre, parfois pas. La réponse, c'est non. Le gaz, il va toujours vers l'équilibre, parce que vous êtes face à des nombres tellement gigantesques que le probable devient le certain. Pourquoi ça? Imaginez par exemple la configuration dans laquelle vous avez un gaz qui est dans une demi-boîte, au début de l'expérience, vous supprimez la cloison qui l'empêche d'envahir toute la boîte, le gaz va alors envahir la boîte tout entière. L'entropie va alors augmenter de nombre log de 2. Mettons que N soit 10 puissance 17, c'est parfaitement réaliste, ça correspond à un volume de micro-état de puissance 10 puissance 17 fois plus large. 2 puissance 10 puissance 17, c'est un nombre qui n'existe pas tellement il est grand. Pour donner un ordre de grandeur, si vous comparez ça au rapport entre le volume de la galaxie et le volume du proton, il faudrait élever la puissance 300 000 milliards. Donc ça, c'est pour vous dire que face à des nombres aussi grands, tout ce qui est probable devient certain. Les chances qu'un jour quelqu'un observe un gaz qui ne revient pas à l'équilibre dans toute l'histoire de l'univers sont négligeables. Et c'est ici, c'est très important dans cette théorie, le grand nombre. Toute l'histoire de l'entropie, de Boltzmann, tout est dominé par N très très grand. Et toute une grande partie de notre physique est dominée par ça. Alors, petite façon de voir les choses, que j'aime bien. Comment comprendre ce retour vers l'équilibre et cette augmentation de l'entropie? Imaginez que, on va faire une analogie où ça, c'est des petits gamins qui sont qui sortent juste de classe, et au début, on est en train de leur faire la lecture ou quelque chose comme ça, et donc ils sont rangés près de la porte, ils sont tous à la droite, et puis vous les laissez, vous vous souvenez, le début de la récréation, vous les laissez libres de faire ce qu'ils veulent. Au bout d'un certain temps, ils vont envahir tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont indépendants, parce que il y en a qui vont aller se battre dans un coin, il y en a qui vont aller jouer dans un autre, ils vont faire n'importe quoi, et les uns les autres, ils ne se parleront pas, ou ils ne seront pas de mouvement concerté globalement. Dans la théorie de Boltzmann, c'est exactement ça. Pas de mouvement concerté globalement, mais du fait qu'il y a chaos, automatiquement, ça va dans des situations qui augmentent l'entropie. Vous pouvez prédire que c'est ça qui va se passer. Il y a eu des attaques contre ça, et en particulier le Schmitt avait dit, imaginez qu'au temps t, je renverse toutes les vitesses. Regardez la formule moins intégrale de f log f, ça ne change pas l'entropie. Et puis je laisse aller. Eh ben, par micro-réversibilité microscopique, ça va revenir au point de départ, ce qui montre bien que l'entropie, elle s'est mise à décroître. Solution du paradoxe est subtile. Boltzmann a répondu, vas-y, renverse les particules. Tiens, voilà, Et la solution étant que vous ne pouvez pas, par une opération macroscopique, effectuer ce renversement, et qu'à partir du moment où vous allez commencer l'expérience, il y a une flèche du temps qui s'est installée, du fait que l'entropie augmente, vous allez de l'improbable vers le probable, et à chaque fois, vous avez des corrélations qui disparaissent dans le chaos des collisions, et ça introduit une asymétrie entre le passé et le futur, et vous ne pouvez pas sortir de cette asymétrie par une opération macroscopique. Il vous faudrait un moyen d'action microscopique. Pour ceux qui connaissent certains effets spin écho et des choses comme ça, il y a des systèmes dans lesquels on peut le faire, mais pas un système classique. Écoutez, je vais passer ça parce que j'ai passé du temps. Ici, un petit quelque chose pour vous prouver que le concept introduit par Boltzmann, il est super plastique et qu'on peut l'adapter à plein de choses. C'est ce qu'a fait Voiculescu dans le temps, dans un problème avec un nom complètement barbare de théorie des opérateurs, classification des facteurs 2-1, de type 2-1, qui sont certaines classes d'algèbre de von Neumann, des opérateurs en dimension infinie ou ce que vous voulez. Et il s'est dit, je vais faire comme Boltzmann, mes opérateurs abstraits, je vais imaginer que c'est des limites de grandes matrices. Une grande matrice, c'est quelque chose de concret,
et je vais regarder quel volume de grandes matrices je peux trouver qui approche le comportement de mes opérateurs au sens des traces de polynômes non commutatifs correspondant à des observables dans le langage de la géométrie non commutative. De la géométrie non commutative, pardon. Et même si je ne prends pas la peine de détailler la formule, vous connaissez là les trois limites qu'il y avait tout à l'heure, et la formule S égale K log W, la même formule que Euclide doit adapter dans un cadre où il n'y avait plus de physique du tout derrière. Et l'entropie, c'est un concept mathématique, une fois qu'on l'a mis sur la table, sous sa version statistique. Et puis, dire quelque chose aussi sur l'une des contributions les plus célèbres dans les équations dérivées partielles au XXe siècle, celle de Nash. Le dernier travail réalisé par John Nash, la Banque des données de santé, qu'on sait bien, l'ont empêché de continuer son œuvre. Si, entre parenthèses, vous voulez vous renseigner dessus, surtout n'allez pas voir le film Beautiful Mind, mais lisez la biographie dont le film est censé être tiré. Et l'un de ses résultats les plus célèbres, et peut-être le plus beau, c'est cette preuve de régularité pour des équations de diffusion sous forme de divergence, qui a été un choc complet quand ça a été résolu par Nash. Et parmi les chocs, il y avait le fait que l'entropie joue un rôle dans ce qui semblait être purement un problème de régularité, l'équation dérivée partielle. Un peu le même choc qu'il y a 10 ans, 15 ans, quand la preuve de Grigori Perelman de la conjecture de Poincaré faisait intervenir l'entropie alors que c'était un problème purement topologique. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'estimation de régularité de Nash? Prenez la solution d'une équation sous forme de divergence, une équation de diffusion, comme une équation de la chaleur dans laquelle la conductivité thermique varierait d'un endroit à l'autre de la manière la plus sauvage que vous puissiez imaginer, avec aucune hypothèse sur la régularité ou la continuité de ce coefficient de diffusion, juste qu'il y a une borne supérieure et une borne inférieure, et c'est tout. Et prouver que la solution est automatiquement continue, et même un peu mieux continue, l'air continu. Ça, c'était du sport. Et Nash l'a démontré en même temps, de manière complètement indépendante qu'un mathématicien italien, Ennio De Giorgi. Et quand vous regardez la preuve, ça commence avec quelques objets familiers, une intégrale du carré, une entropie de Boltzmann. Comment Nash connaissait l'entropie de Boltzmann? Parce qu'il en avait entendu parler par Carlsson, qui avait édité les travaux de Kalman, le premier Suédois à avoir fait une étude mathématique de l'équation de Boltzmann. Et puis un déplacement moyen par rapport à une source de chaleur, si vous voulez. Alors, dans un premier temps, Nash établit une inégalité différentielle sur la variation de l'intégrale du carré, et il en déduit une inégalité sur le suprêmum de la température, on va dire, c'est une équation de la chaleur, et il en déduit une borne inférieure sur l'entropie. Il en déduit que la solution ne peut pas, que la solution a un certain étalement automatique, et c'est quantifié en termes d'entropie. Ensuite, il montre qu'on peut relier l'étalement à l'entropie de deux manières. D'une part, si l'entropie est élevée, fatalement la distribution est étalée. D'autre part, si vous produisez de l'entropie, ça contrôle la façon dont vous vous étalez. Et de ces deux bords, il déduit que l'étalement croît exactement comme le déplacement d'un mouvement brownien. C'est le début de sa théorie de régularité. Avec donc une inspiration physique qui était extrêmement originale. Alors, tout ça étant dit, je vais vous dire quand même 5 minutes, en 5 minutes, mes propres contributions dans cette affaire. Et j'ai dû passer 20 ans, je n'ai pas fait que ça, mais passer de domaine en domaine avec des entropies et des informations. Alors, ça a été quoi? Un exemple, quelque chose que je faisais dans les débuts, dans ma thèse. Et on va refaire Shannon, mais avec l'équation de Boltzmann. En se disant qu'au lieu de prendre des signaux aléatoires, des variables aléatoires qu'on combine, mais on va regarder les vitesses aléatoires qui se rencontrent dans le cadre d'une équation de Boltzmann, et les vitesses avant, les vitesses après. La transformation entre les deux, c'est donné par le terme de gain dans l'équation de Boltzmann. Il ne faut pas regarder la partie moins ici, ça c'est une coquille, juste la partie en plus. Et vous pouvez montrer que l'entropie de ce terme de gain est toujours minorée par l'entropie du terme de la distribution elle-même,
à condition que les interactions soient maxwelliennes, comme on dit, c'est-à-dire que le noyau de collision, qui vous dit quelle collision sont fréquentes ou pas, dépend juste de l'angle entre les vitesses. Donc il y a un vrai parallèle entre les inégalités de Shannon-Stam et la théorie cinétique, la théorie de Boltzmann. Un autre travail, pour lui purement de la régularité. On sait que quand on regarde dans l'équation de Boltzmann des interactions de longue portée, un peu comme des interactions coulombiennes, des interactions de portée infinie, mais il y a une régularisation automatique des données qui se fait. Si vous commencez avec une donnée initiale discontinue, automatiquement elle va devenir continue. Ça, c'est pas vrai quand vous regardez une équation de Boltzmann avec un billard, mais c'est vrai quand votre interaction ont une portée longue. Et une façon de traduire cet effet de régularisation, c'est de regarder qu'est-ce que vous pouvez extraire comme régularité de cette horrible fonctionnelle de production d'entropie que j'avais écrit tout à l'heure. Et on montre qu'elle contrôle la norme d'une puissance, d'une dérivée fractionnaire de la racine carrée de la distribution, avec un certain exposant qui est caractéristique de la façon dans laquelle ça se régularise. Autrement dit, dans la quantité de production d'entropie, on arrive à lire une partie de la régularisation. On avait fait ça avec Alexandre Desvillers-Tévétel. Et ça faisait partie d'un ensemble de travaux où on cherchait à comprendre ces collisions rasantes et ces interactions à longue portée qui leur sont associées. Alors, un autre travail que j'ai fait avec Bodino, Lebovitz et Moore montrait que l'entropie, ce n'est pas juste une question d'équation de la chaleur ou d'équation de Boltzmann, mais que n'importe quelle diffusion non linéaire de la forme divergence de A gradient sigma de F, où sigma c'est une non-linéarité, vous pouvez trouver une fonction d'entropie qui a le même genre de propriété de monotonie et une interprétation en termes informationnels. Alors un autre travail sur lequel un autre problème sur lequel j'avais travaillé longtemps, ça s'appelait la conjecture de Tirciniani, ça datait des années 80. Vous vous souvenez encore de la formule de production d'entropie, le machin, l'intégrale f' étoile, f étoile avec des logarithmes et tout? Et bien, dans certains cas, pour certains noyaux de collision, montrer qu'elle est toujours plus petite que la différence d'entropie, plus grande, pardon, que la différence d'entropie entre la distribution et la gaussienne, avec une constante explicite. Et montrer que dans tous les cas, la production d'entropie est minorée par une constante qui dépend que de la régularité de F, multipliée par une puissance 1 plus epsilon, où epsilon est aussi petit que je veux, de la différence entre l'entropie de F et l'entropie de la gaussienne. Et donc quelque chose qui donne une rétroaction, puisque évidemment, ça c'est la dérivée de l'entropie, et ici vous avez l'entropie elle-même, l'entropie elle-même. Toute une affaire, et c'était lié, la solution était liée aux inégalités de Shannon-Stam aussi. Et un autre truc qui m'a occupé longtemps, et qui l'avait résumé en 4 lignes. Quand vous regardez l'augmentation de l'entropie, je suis un gaz de Boltzmann, je pars avec une entropie basse, mon entropie elle augmente, elle ne va jamais être plus haute que l'entropie de la gaussienne, donc si je veux tracer la courbe, je fais quoi? Ça va faire un truc comme ça. Hein? Ah non, ça fait un truc qui est plutôt comme ça. Et si vous regardez en diagramme, ça c'est un diagramme logarithmique, on a juste renversé les signes, vous voyez, c'est la courbe du dessus. Regardez, ça fait des espèces d'oscillations. La courbe d'en dessous, c'est un truc qui est proportionnel à la production d'entropie. Regardez ça, la production d'entropie, tantôt elle monte, tantôt elle descend, elle monte, elle descend. L'entropie augmente toujours, mais la production d'entropie, elle fluctue. En termes physiques, ça traduit des situations où le gaz est presque dans un état hydrodynamique, et ça dans un état où une situation où il est presque dans un état homogène. Alors, dans plein de cours de physique, on apprend que quand on regarde l'évolution d'un gaz, typiquement, il commence par devenir hydrodynamique et ensuite les paramètres hydrodynamiques s'équilibrent. Ça, c'est complètement faux. En vrai, en tout cas pour un gaz dans une boîte, les deux phénomènes se passent conjointement et le gaz oscille vers plus ou moins d'homogénéité.
Et de temps en temps, il y a des situations même dans lesquelles il va devenir presque homogène longtemps avant de devenir gaussien. Et ces oscillations-là, c'est un effet de type mécanique des fluides. L'équation de Boltzmann, elle a deux composantes. Composante information-entropie et une composante mécanique des fluides. Et une partie de votre joli enfer quand vous êtes avec l'équation de Boltzmann, c'est qu'il faut combiner les deux qui sont de nature très différente. Et ces oscillations de la production-entropie, c'est un vrai effet de mécanique des fluides. Et c'est lié à... On retrouve les mêmes dans une large classe d'équations dégénérées. C'était le début d'une théorie que j'ai appelée hypocoercivité. Ça a eu un certain succès, des thèses qui se font maintenant sur l'hypocoercivité de telle ou telle distribution, de telle ou telle équation, qui n'a plus rien à voir spécialement avec l'équation de Boltzmann. Alors, l'amortissement Landau, dont avait parlé Patrick, là aussi ça avait à voir avec l'entropie, mais en creux, parce que si ce problème est célèbre, c'est précisément parce que l'entropie n'y joue aucun rôle. Je vais retirer par les cheveux ce que je dis, mais j'explique. Pendant 50 ans, après Boltzmann, on avait la vision que l'équilibration, si vous voulez, le retour vers l'équilibre d'un gaz, c'était lié à l'augmentation d'entropie. Et puis, sont arrivées les études sur les plasmas, et dans les années 40, Lev Landau suggère que dans un plasma, spontanément, les inhomogénéités s'atténuent, voire disparaissent, c'est l'amortissement, même s'il n'y a pas augmentation de l'entropie. Et qu'il y a donc un phénomène de retour vers l'équilibre sans augmentation d'entropie. Et c'est quelque chose qu'on a prouvé effectivement avec Clément Mouot il y a 6 ans, d'abord sur l'équation non linéaire, parce que Landau et tous ses successeurs avaient travaillé sur l'équation linéarisée, et en faisant appel à un parallèle qui était lié à la théorie Kolmogorov-Arnold-Moser. En tout cas, ce qui est surprenant dans ce retour vers l'équilibre, c'est que l'entropie n'y joue aucun rôle. En revanche, quand vous observez l'entropie de ce plasma, c'est des équations qui sont l'équation correspondant au plasma, il y a un transfert de l'information depuis les positions vers les vitesses, et plus précisément l'information qui est logée dans les positions au début de l'expérience, elle va disparaître dans les oscillations de la variable de vitesse. Ça, c'est l'amortissement Landau. Et elle va disparaître à cause du mélange et de la régularité par le mélange. La régularité de l'équation. Alors, jetons ça si vous voulez bien, même si je vais passer aussi une partie de ma vie là-dessus, et terminons avec ça. Donc, parler d'un théorème remarquable, extrêmement simple à énoncer, qui date de la fin des années 90. Ça paraît étonnant que quelque chose d'aussi simple ait été découvert aussi tard. C'est un lien simple entre 3 objets bien connus. Le premier, c'est l'équation de la chaleur, dans l'espace euclidien sur une variété. Deuxième, c'est l'entropie de Boltzmann. Et troisième, c'est le transport optimal, dont parlait Patrick tout à l'heure. Transport optimal, qu'est-ce que c'est? On garde juste le transparent qui est là, les 3 lignes qui sont ici. Imaginez que vous avez 2 mesures, mu0 et mu1. Mesure d'un premier signal, mesure d'un second signal. Et vous demandez, est-ce qu'ils sont très différents ces signaux? Essayez de les faire coïncider l'un l'autre. Et alors, plusieurs interprétations possibles. Regardons d'abord celle-ci, si vous aimez bien les variables aléatoires. Regardons la manière la plus économique de faire un couplage de la première mesure avec la seconde mesure, le plus économique au sens des moindres carrés, et appelons ça la distance entre la première et la seconde mesure. Si vous êtes dans l'espace euclidien, ça reviendrait à chercher, étant donné 2 signaux que vous observez, à chercher à maximiser leur corrélation. Minimiser au sens des moindres carrés revient à maximiser la corrélation. Autre façon de voir les choses, si vous aimez bien les changements de variables, vous cherchez l'infimum de la distance moyenne entre la distance au carré moyenne entre une position de départ et le transport, le point d'arrivée par un certain transport T, de sorte que ce transport réarrange la première loi en la seconde. Troisième façon de voir les choses, si vous aimez bien la mécanique
des fluides, vous vous demandez quelles sont toutes les manières de réarranger la mesure initiale en la mesure finale par une transformation continue fluide. Vous écrivez donc l'équation de continuité qui dépense le moins d'énergie cinétique possible. Toutes ces façons de faire, c'est la même, et ça s'appelle la distance du transport optimal. Et effectivement, c'est utilisé en traitement d'image, c'est utilisé dans plein de cas quand vous voulez comparer des signaux. Bon, ben, il y a un lien entre ces trois objets fondamental, et le lien le voici. Si vous voulez regarder le flot gradient associé à l'information de Boltzmann, dans la géométrie du transport optimal, vous trouvez l'équation de la chaleur. Traduction, imaginez que vous voulez résoudre l'équation de la chaleur, mais pas comme tout le monde, avec uniquement de l'information. Et voici ce que vous allez faire. Partez d'une donnée initiale, à un certain temps, et puis pour aller du temps t au temps t plus delta t, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez minimiser l'information, si vous voulez maximiser l'entropie, avec une pénalité. Et cette pénalité, ça sera la distance de transport au carré divisée par le pas de temps. Et vous répétez ça, et vous répétez ça, et vous répétez ça. Donc à chaque fois, vous faites augmenter l'entropie autant que vous pouvez, mais sans vous déplacer trop. Et combien vous déplacez, c'est mesuré par la distance de transport. Et quand vous passerez à la limite continue en temps, vous trouverez l'équation de la chaleur. Autrement dit, l'équation de la chaleur, en un certain sens, c'est l'équation qui fait augmenter l'entropie plus vite. Dans cette géométrie, vous mesurez les écarts par la façon de transporter une densité sur l'autre. C'est tout simple. Ça a été interprété statistiquement récemment par Pelletier, qui ont montré que le H ici peut se relier au théorème de Sanoff, et le carré ici peut se relier au théorème central limite. Cette interprétation, elle marche avec une généralité insensée. Ce flot gradient-là, ça a du sens sur une variété, ça a même du sens dans des espaces métriques, sans aucune régularité. Et vous avez ici donc une réinterprétation de l'équation de la chaleur. Ça marche en fait dès qu'on est dans un espace pas trop singulier, au sens où la courbure n'est pas trop négative. Et cette question de courbure, elle est apparue explicitement en rapport avec le transport optimal, en rapport avec l'entropie, et je terminerai là-dessus avec une façon géométrique de comprendre la courbure, ou les courbures si vous voulez. Courbure, on appelle courbure en géométrie toute quantité qui nous permet de quantifier le fait que la géométrie n'est pas plate. Et classiquement, les gens distinguent la courbure de Gauss d'une surface plus ancienne, les courbures sectionnelles d'une géométrie en dimension plus grande que 2, qui sont rien d'autre que les courbures de Gauss de direction prise 2 par 2, la courbure de Ricci et la courbure scalaire. En physique, la courbure de Ricci est devenue extrêmement célèbre quand Einstein a découvert avec son ami Grossman que c'était la pierre angulaire mathématique de la théorie de la relativité générale. Théorie dont nous fêtons les 100 ans cette année. Donc la courbure de Ricci, c'est elle qui vous dit comment la courbure tord les volumes. Et une façon très simple de l'expliquer, imaginez que vous observez une étoile par exemple, avec des rayons lumineux qui peut-être sont courbés parce qu'il y a des masses ou qui sait quoi. Vous vous demandez si la courbure est plutôt positive ou plutôt négative. Et la réponse est très simple, la courbure est positive si et seulement si vous surestimez toujours la taille des sources lumineuses qui vous entourent. Il y a un effet mirage, hein, et l'effet mirage, il fait que ce qui vous apparaît est toujours plus gros que ce qui est la réalité. Ça, c'est la courbure de Ricci positive. C'est une façon de comprendre la courbure de Ricci et de la définir. Eh bien, c'est une façon optique. Maintenant, si jamais Boltzmann sortait de sa tombe et qu'il voulait se renseigner et que vous vouliez lui expliquer la courbure de Ricci en termes anthropiques, voilà comment vous feriez. On va appeler ça l'expérience du gaz paresseux, c'est une expérience de pensée, et c'est la courbure expliquée en termes d'entropie. Alors, imaginez que vous avez un gaz avec une certaine configuration, une certaine densité au temps initial, et le gaz, vous lui donnez 1 minute pour changer de configuration et vous prescrivez la configuration finale. Et le gaz va obéir,
mais comme il est paresseux, il va suivre un chemin qui dépense le moins d'énergie cinétique possible. C'est un problème variationnel. Tout au long du processus, mesurez l'entropie avec la formule de Boltzmann. Et si chaque fois que vous faites cette expérience, vous observez une courbe qui est concave en fonction du temps, c'est que vous êtes dans un espace à courbure positive. C'est une équivalence. Si et seulement si, cette concavité de l'entropie, elle sera vraie si et seulement si la courbure est positive. Ça, c'est quelque chose qui a été découvert vers les années 2000, un peu par un concours de circonstances. Voici la relation. Ricci est positif, donc ma géométrie est à courbure positive, si et seulement si l'entropie de Boltzmann est une fonction concave du temps le long de ce déplacement de moindre énergie. Et là, je vous l'ai expliqué pour Ricci positif, vous pouvez le modifier et changer ça en Ricci borné par n'importe quelle constante. Et cette façon de voir les choses a permis de résoudre certains problèmes ouverts en géométrie, qui semblent être des problèmes de géométrie qui ont été résolus, si vous voulez, avec des outils statistiques. Exemple, prenez une suite de géométrie, vous avez une famille de géométrie qui toutes sont de courbure de Ricci positive. Passez la limite. Est-ce que la géométrie limite a une courbure de Ricci positive? Réponse, oui, mais personne ne sait le démontrer autrement qu'en passant par l'entropie de Boltzmann et en appliquant ce critère de type gaz paresseux que je vous explique. Alors, il y a une dizaine d'années, avec John Lott et en parallèle avec Karl Theodor Sturm, on avait lancé un programme de géométrie dans lequel on définissait la courbure de Ricci par cette propriété. Avec l'avantage que ça vous permettait de faire de la courbure de Ricci sans aucune régularité, sans les grosses formules de dérivation de la métrique et dans des espaces éventuellement singuliers. C'était le point de départ et ça avait été une grosse surprise pour la communauté géomètre qui était spécialisée de ces questions. Et maintenant, c'est un domaine florissant, avec des milliers de pages qui ont été écrites, des théorèmes qui ont été démontrés par cette méthode, et par exemple, une nouvelle preuve des inégalités isopérimétriques en courbure de Ricci positive, qui est basée sur cette étude-là. Et des questions de stabilité, des questions de régularité qui ont encore été résolues. Donc s'il y a un sujet dans lequel le lien a été surprenant, c'est bien celui-là. Dans l'exposé, j'ai intitulé « Le lien secret et l'information ». Mais là, vous voyez qu'il y a un lien secret entre la courbure de Ricci, l'équation de Boltzmann, les inégalités de Shannon, et ce lien, c'est l'entropie. L'entropie, ici, utilisée comme une façon de détecter la courbure. Et sur cette touche qui, même si j'ai initié et travaillé dessus dans ce domaine, continue à me fasciner personnellement. Voilà, je vous remercie. Qui se lance? Moi, je vais me lancer dans une question qui a rien à voir. Tu nous as dissuadé d'aller voir 2 films. Est-ce que tu nous en recommandes un? Il y a quelques années, il y avait ce... petit film sur Turing qui s'appelait Codebreaker, que je trouvais pas mal. J'ai bien aimé. Les 2 films oublient de parler des Polonais, ce qui est vraiment pas sympa. Mais le film était raisonnable. Il y a plein de choses qui sont invraisemblables dans l'unité échangée, en force, sur le fait de l'histoire, mais quand on l'a trouvé, c'est simplement incroyable. Mais bientôt, il y a le film sur la relativité générale, produit par l'Institut Henri Poincaré. Ok, super.
c'est une question de Béotien. Est-ce que ce genre de mathématiques peut être utilisé par les gens qui font des modèles climatiques? Tout ça, c'est très... En termes d'application, ça va être des systèmes bien plus simples que les modèles climatiques. Le transport optimal, ce que j'ai utilisé là, distance W2, c'est utilisé dans certains modèles de météorologie. On parle d'équations semi-géostrophiques, quasi-géostrophiques, mais des modèles qui restent très simples par rapport à ce qu'on utilise dans les modèles de météorologie. Utilisons des modèles qui pourraient être utilisés seulement de manière qualitative. Tout ce qui est traitement du signal, l'information, tout ça, évidemment, chaque fois que vous avez de l'assimilation de données, de l'interprétation, ça va jouer un rôle. Mais les équations que vous payez, elles sont bien plus costauds. Avec ça, peut-être si elle est chargée, oui. Est-ce que l'entropie peut être utile pour Navier-Stokes et la régularité? Alors, Navier-Stokes incompressible et Navier-Stokes compressible sont très différents. Le Navier-Stokes incompressible, pour l'instant, est dominé par des qu'est-ce qu'on va dire, des effets linéaires, des effets de régularité linéaire et par de l'analyse harmonique. Et il n'y a pas de trace d'entropie dans la régularité de Navier-Stokes incompressible. En revanche, dans Navier-Stokes compressible, là il y a l'entropie naturelle du fluide compressible avec une intégrale de rho, un rho octet ou un truc comme ça, et une constante. Là, elle est utile, effectivement. Dans le temps, j'avais fait une étude sur le problème suivant. Prenons Navier-Stokes compressible dans une boîte périodique pour éviter les problèmes de conditions limites. Et imaginons qu'on a une solution très très régulière avec toutes les bornes qu'on veut, prouver qu'on converge effectivement vers l'équilibre et de manière quantitative. Et ça, sans entropie, je ne vois pas de moyen d'y arriver. Avec l'entropie, avec l'étude de l'entropie, on y arrive. C'est lié avec ce que je disais, hypocoercivité. Donc pour le retour vers l'équilibre, ça sert de façon claire. Pour la régularité, ça va servir de manière beaucoup plus faible dans les théories de solutions faibles pour donner un minimum de compacité, on va dire. Là aussi, l'entropie sert comme étant un peu le dernier truc auquel on arrive à se rapprocher dans un contexte où toutes les estimations explosent. Donc dans le compressible, oui. En fait, Boltzmann et Navier-Stokes compressible sont très proches. L'un est un petit peu, Boltzmann est un petit peu, moralement un petit peu plus diffusif que Navier-Stokes compressible. On doit s'attendre à ce que Navier-Stokes compressible soit un peu plus dégénéré que Boltzmann, mais ils sont très proches. J'ai une question sur les particules, en fait. Donc là, tu présentes les entropies lorsque les chocs sont complètement élastiques. Les particules se choquent et partent à une vitesse. Est-ce que tu as essayé de regarder, ou est-ce que tu sais s'il existe des choses lorsque certaines de ces particules coalescent au moment du choc? Oui. Il y a une littérature là-dessus, et il y a des équations qui décrivent ce qui se passe quand les particules peuvent rester collées. On peut s'intéresser à la distribution des masses des particules, parce qu'évidemment, s'ils restent collés, les masses vont augmenter. Et là, on se retrouve avec des équations par exemple, des classes d'équations dites de Smoluchowski, des coagulations, fragmentation. Et il y a une certaine littérature intéressante qui marche bien quand on oublie les inhomogénéités. On regarde ça pour des distributions homogènes, statistiquement, et on arrive à prouver des effets intéressants, comme ce qu'on appelle la gélation, le fait qu'en temps fini, une énorme particule apparaît, disons, et quelque chose de macroscopique. Ça, c'est un phénomène intéressant et pour lequel il y a une jolie théorie. Ce qu'on ne sait pas faire, même quand c'est des choses juste un peu inélastiques, c'est des choses raisonnables avec les inhomogénéités. Par exemple, tous les physiciens qui travaillent sur les milieux granulaires
ça qu'il y a des phénomènes de clustering, d'instabilité qui apparaissent spontanément. Et en gros, aucun modèle mathématique raisonnable, on arrive à démontrer que ça se produit. Ça fait partie des grands mystères qui restent dans la théorie statistique classique, je dirais. Et là, en revanche, pour ces problèmes, quand c'est inélastique, l'entropie s'écroule. On n'arrive plus rien à lui faire dire. Elle peut aller dans un sens, dans l'autre, et le paquet de la théorie mathématique se casse la figure. Voilà. Rien du tout sur l'entropie. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Oui. Alors moi j'ai une question qui concerne plutôt l'astrophysique, au sens où il y a une formulation qui a été donnée par Hawking, et je ne sais plus quel est le nom de son confrère, pour définir l'entropie sur les trous noirs. Et cette entropie est définie par rapport à la surface, et non pas par rapport à une distribution. Du coup, comme vous parlez d'entropie, de courbure de Ricci, est-ce qu'on peut du coup étudier un trou noir vis-à-vis d'une entropie comme vous l'avez défini dans la présentation? C'est la réponse courte, c'est que je ne sais pas. Et ensuite, il y a le problème aussi de comment on gère le trou noir. Il y a eu, pendant très longtemps, on s'interdisait même de définir ce qu'il y avait à l'intérieur. Après, on a dit qu'on pouvait quand même y arriver, même s'il y a une singularité éventuellement dans le trou noir. Après, il y a eu le problème de savoir si les singularités étaient visibles ou pas, ce genre de choses. Mais quand même, ce qu'il y a à l'intérieur du trou noir, évidemment, ça n'a pas le même statut en termes informationnels, justement, que ce qu'il y a à l'extérieur. Une des bonnes raisons étant que l'information ne fait qu'aller que dans un sens. Donc, si on voulait réinterpréter des choses comme ça dans le cas du trou noir, il faudrait modifier de manière assez sensible les définitions. Alors après, je n'exclus pas qu'on retombe d'une certaine façon sur l'entropie de Hawking, mais honnêtement, je n'ai jamais regardé. Ce qu'on peut dire à propos du trou noir, c'est qu'il y a un mauvais film là-dessus. Encore une question? Non? Et reste à te remercier encore. Je vais laisser Patrick. Je vais laisser... Au nom du Clati, nous sommes heureux de t'offrir ce petit cadeau modeste de bon cœur. Et ça fait la transition, voilà.